Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Alexandre Devecchio pour son livre « Nous vivions côte à côte » paru aux éditions Fayard. Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Nous vivions côte à côte. Vous reprenez l'expression de l'ancien ministre de l'Intérieur avec le risque de nous retrouver face à face. Est-ce qu'on y est déjà face à face ? D'une certaine manière, oui, puisque effectivement, j'emploie nous vivons côte à côte, je l'emploie au passé, nous vivions côte à côte. Ce que je raconte, c'est la transformation de la banlieue où j'ai grandi, où il n'existait pas de vivre ensemble. À mon époque, c'était déjà un peu un slogan publicitaire, il y avait des problèmes d'insécurité, mais il y avait de la mixité sociale, de la mixité culturelle et une cohabitation possible. Et ce que je raconte, c'est sur 30 ans, la transformation du paysage à bas bruit, avec d'abord une montée en puissance des violences, ensuite le communautarisme, l'islamisme, et aujourd'hui une forme de face-à-face qui n'est malheureusement pas circonscrit à ces quartiers-là, puisque j'ai grandi à Saint-Denis et à Épinay-sur-Seine, mais qui tend à se propager dans tout le pays. Alors, vous êtes né en banlieue, effectivement, en Seine-Saint-Denis, et vos parents, à qui est dédié ce livre, ont donc vécu là-bas jusqu'à récemment. Ce qui vous a décidé à écrire ce livre, ce sont les émeutes de 2023, et plus encore que les émeutes, les réactions à ces émeutes. La minute de silence à l'Assemblée nationale et c'est inexplicable et injustifiable d'Emmanuel Macron alors qu'on ne savait rien des circonstances. Oui, c'est vrai que ces émeutes m'ont rappelé les émeutes de 2005 que j'avais vécues de l'intérieur à Épinay-sur-Seine, et notamment le décès, le lynchage de Jean-Claude Irvoas, qui est mort à 300 mètres de chez moi en même temps que Ziad Ebouna. Seulement l'histoire a retenu Ziad Ebouna, qui sont morts dans un transformateur électrique, et c'est une tragédie. Je comprends qu'on ait retenu leur visage et leur nom, mais je ne comprends pas pourquoi Jean-Claude Irvoas, qui a été lynché gratuitement, c'était quelqu'un qui travaillait dans une société d'éclairage public, qui a voulu vérifier que les lampadaires qu'il avait installés fonctionnaient. Il est venu avec un appareil photo, il a été considéré comme un intrus dans cette cité, et il a été lynché. Il y a d'ailleurs 2 autres morts, Alain Lambert et Jean-Jacques Le Chenadec, durant ces émeutes de banlieue. Et effectivement, eux n'ont pas eu le droit à leur minute de silence, et surtout, ils ont été totalement oubliés. Je crois qu'ils ont été oubliés parce que leur mort ne servait pas le narratif qui était un peu le narratif officiel, c'est-à-dire que ces émeutes étaient des émeutes liées au malaise social, liées à la discrimination de la France à l'égard des enfants de l'immigration. Alors moi, je crois que ces émeutes avaient dès le départ une dimension culturelle et révélaient justement la partition à laquelle on assiste aujourd'hui, parce que c'est des émeutes qui exprimaient une hostilité à l'égard de la France. Les cibles étaient les écoles, les mairies, les voitures des classes populaires, et donc on n'a pas fait le bon constat, et malheureusement il y a une répétition tragique de l'histoire avec 2023, où effectivement il y a cette minute de silence pour Nahel, et j'avoue qu'elle m'indigne un peu, parce que je pense à Jean-Claude Irvoas qui a été totalement effacé et qui lui n'a pas eu le droit à sa minute de silence. Et effectivement là encore, Nahel, c'est trop jeune pour mourir, et c'est une tragédie, mais c'était pas un ange, contrairement à ce que disait Kylian Mbappé. Et effectivement, j'étais sidéré aussi par la réaction du président de la République. Puisqu'on sait très bien comment ça se passe dans les banlieues, on sait que ça peut être compliqué d'intervenir pour les policiers. Alors l'enquête dira s'il y a eu bavure ou pas, mais je trouvais que se prononcer aussi vite, c'était injuste pour les policiers, et surtout c'était légitimer la violence. Sans doute Emmanuel Macron a dit c'est injusticiable, inqualifiable très très vite pour éviter les émeutes. Je pense qu'il les a provoquées d'une certaine manière. Enfin, bien sûr, c'est pas lui qui les a provoquées directement, mais en tout cas, d'une certaine manière, il les a légitimées
encouragé, puisqu'il a repris à son compte la rhétorique qui était celle de la France insoumise, qui est celle de la France, un pays où la police tue, où il y a un racisme systémique. À partir de ce moment-là, il est logique que les gens se révoltent. Mais je crois que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est ce que j'ai voulu raconter à travers mon livre. On dépeint toujours cette réalité des banlieues à travers ceux qui cassent, ceux qui brûlent. Je voulais montrer la réalité de ceux qui subissent ces violences au quotidien. Alors, vous parlez aussi de l'Université Paris 8, ancienne faculté de Vincennes, créée en 68 dans les départements de sciences humaines, où vous avez fait vos études. Les militants gauchistes et marxistes ont été remplacés, dites-vous, par les indigénistes et leurs obsessions décolonialistes. Les enfants juifs ont déserté les écoles de toute la Seine-Saint-Denis et la population juive a été divisée par 2 dans ce département. Vous avez aussi vécu cette évolution. Oui, Épinay était une ville où il y avait une forte communauté juive, et les Juifs d'Épinay sont majoritairement partis tout simplement pour protéger leur vie. Et donc ça, c'est une évolution tragique, et c'est une évolution tragique qu'il n'y ait plus d'enfants juifs dans les écoles publiques du 93. Ça devrait tous nous révolter, ça devrait être la priorité nationale de faire en sorte que les écoles publiques, tout le monde puisse y aller. Et je crois que c'était un signal d'alerte d'ailleurs, l'antisémitisme des banlieues, mais qu'aujourd'hui on est face à non seulement l'antisémitisme des banlieues, mais le racisme anti-français d'une partie des banlieues, le racisme anti-blanc. Tout ça font partie sont les faces d'une même pièce et d'une réalité qu'on n'a pas voulu voir. Et Pierre Brochant, l'ancien directeur de la DGSE, vous dit ceci: nous allons continuer à vivre sur les pentes d'un Etna dont les projections ne frapperont pas tout le monde, tout le temps, mais de plus en plus de monde et de plus en plus souvent. Oui, c'est ce qu'on peut craindre, c'est ce que je vous disais. Dans le livre, je décris la transformation à bas bruit de la Seine-Saint-Denis, mais c'est une transformation en réalité à bas bruit de la France. Entre les émeutes de 2005 et celles de 2023, on a eu une progression de la violence et surtout une extension géographique de la violence dans des territoires qu'on pensait immunisés, en Mayenne notamment, contre ce type de violence. Donc il y a une partition rampante. Après, c'est pas un livre catastrophique, ni un livre pour annoncer la guerre civile, c'est plutôt un livre pour l'éviter, parce que je crois qu'il y a encore moyen d'éviter le pire. Il y a une chose qu'on n'a pas pu éviter, c'est l'histoire de Sarah Halimi, sur laquelle vous revenez. Ça se passe en pleine campagne présidentielle et tout le monde politique, dites-vous, n'est passionné que d'une chose, les costumes de Fillon. Oui, et effectivement, là encore, le meurtre de Sarah Halimi aurait dû être un événement national et être au cœur de la campagne. Le problème, c'est qu'on est encore dans une logique manichéenne où l'ennemi, la bête à combattre est l'extrême droite. Et je pense que pour une partie des élites politiques et médiatiques ne veulent pas parler de cette affaire parce qu'ils craignent de faire le jeu de l'extrême droite. Le problème, c'est qu'en n'en parlant pas, ils font surtout le jeu des islamistes, des communautaristes et le jeu de la partition française. Donc je crois que le devoir des politiques, des médias, c'est de regarder la réalité en face, de l'affronter, d'éviter de combattre des ennemis imaginaires et de combattre ceux qui sont nos ennemis réellement aujourd'hui. Vous dites un moment que Horia Bouteljdar considère aujourd'hui, selon sa propre formule, Jean-Luc Mélenchon comme un butin de guerre. Alors oui, il faut sans doute expliquer à nos auditeurs qui est Horia Bouteljdar, qui est la porte-parole des indigènes de la République. Et elle parle, oui, ainsi de Jean-Luc Mélenchon. Elle a un projet idéologique très clair, même si elle s'en défend, si on lit les propos des indigènes de la République. D'ailleurs, c'est d'abord une lecture très particulière de la société, puisque c'est l'idée que finalement, nous serions jamais sortis de la colonisation.
et que les crimes perpétrés par la France pendant la colonisation se prolongeraient aujourd'hui dans les banlieues. Donc c'est une manière aussi de dresser les enfants des banlieues, les enfants de l'immigration contre la France. Et derrière cela, il y a un projet quasiment de revanche historique, en réalité, de volonté de contre-colonisation, ou en tout cas d'imposer une forme de grand remplacement. D'ailleurs, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle comme ça, de grand remplacement des Français ordinaires par les racisés. En réalité, je ne fais que reprendre leur vocabulaire. Et dans ce projet qu'elle défend c'était d'abord un groupuscule, les indigènes de la République, mais aujourd'hui, la France insoumise reprend la rhétorique des indigènes de la République. Donc c'est logique qu'elle considère Jean-Luc Mélenchon comme un butin de guerre, puisqu'il s'est aligné sur cette idéologie qui était jusque-là marginalisée, mise au banc, parce qu'on voyait bien qu'elle était dangereuse et délétère. Alors, est-ce qu'on peut dire, Alexandre Devecchio, que ce que vous avez fait, c'est une contre-histoire des banlieues, parce que vous battez en brèche un certain nombre d'idées toutes faites, selon lesquelles ce sont les Blancs, entre guillemets, qui font les frais de cette violence, et vous montrez que les banlieusards en font les frais aussi, et peut-être même davantage. Oui, effectivement. Alors, les constats que j'ai faits avaient été faits par d'autres. Georges Bensoussan, à qui j'en profite pour rendre hommage, dans les territoires perdus de la République en 2002, faisait déjà des constats très, très proches des miens. Simplement, moi, j'ai voulu incarner cette histoire, lui donner de la chair, donc partir de mon vécu personnel, de celui de ma famille, pour donner à voir et à ressentir. C'est sans doute la singularité du livre. Et vous l'avez dit, j'ai voulu aussi, effectivement, briser ce narratif que je trouve mensonger, qui est un narratif plutôt de gauche, et un narratif victimaire, mais qui fait finalement de ceux qui cassent, de ceux qui brûlent, les victimes de la société française, les victimes du racisme présupposé systémique de la France. Et j'ai voulu montrer que les vraies victimes étaient les honnêtes gens, les Français ordinaires. Je dis itinéraire d'un petit blanc pour qu'on comprenne de quoi je vais parler, mais dans les petits blancs, je mets aussi des petits noirs, des petits arabes, des petits juifs qui ne veulent simplement vivre paisiblement et selon les codes socio-culturels français. Je montre que ce sont eux, tous ceux qui veulent vivre comme simplement comme on vivait avant, comme on vivait côte à côte, qui sont victimes de ce racisme, qui sont victimes de ce communautarisme, de cet islamisme et de cette partition. On ne les entend jamais, ou on les entend très peu. Et en plus, ils ont été regardés avec mépris par les élites françaises. J'ai grandi dans une époque où les déchiens faisaient rire tout le monde. Et ça disait bien ce qu'une certaine élite médiatique et politique pensait effectivement des Français ordinaires qui étaient assimilés à des beaufs et des racistes. J'ai voulu montrer que c'était pas le cas, leur redonner de la fierté et de la dignité, et raconter cette histoire depuis leur point de vue. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas le seul à faire ce travail. D'autres sociologues, Christophe Guilly, Jérôme Fourquet et d'autres encore ont mis en lumière ce bouleversement français. Ce qui est propre à votre travail, et vous le dites très bien, c'est que vous vous appuyez sur une expérience directe du terrain, et vous auriez pu appeler ce livre « Chronique de Français ordinaires ». Oui, ça aurait pu. On a eu du mal d'ailleurs à trouver le titre. C'était compliqué, mais effectivement, c'est ce que j'ai voulu faire. Alors, je cite aussi dans le livre, je dis que ma démarche n'est pas si éloignée de celle de sociologues de gauche, pour le coup, Annie Arnaud et Édouard Louis, qui eux aussi ont essayé de peindre ces Français ordinaires pour en dresser un tableau plus large de la France, mais ils l'ont fait, je trouve, avec beaucoup de misérabilisme. Ce sont des gens qui viennent d'un milieu plutôt modeste et qui ont tendance à cracher sur leurs origines sociales. Moi, j'ai voulu faire exactement l'inverse, redonner de la fierté
exalter mes origines sociales, parce que je crois qu'on ne reconstruira pas la France sans ces Français ordinaires. Et puis, il servait de modèle de référence aux nouveaux venus. L'assimilation est quelque chose qui se fait par le haut, mais qui se fait aussi par le bas, par les relations de voisinage, par le contrôle social que ces Français-là pouvaient exercer sur les nouveaux venus. À partir du moment où vous les ridiculisez, où vous les maîtrisez, vous rendez toute forme d'intégration ou d'assimilation impossible. C'est aussi ça que j'ai voulu montrer. Et à travers votre propre itinéraire au Bondy Blog, où vous avez passé quelques années, on découvre finalement que l'évolution aurait pu être différente. Les habitants ou les résidents de ces banlieues n'étaient pas condamnés à cela. Vous avez une formule d'ailleurs qui est très parlante. C'est dans les entrailles de l'intégration et les conflits de loyauté que le monstre est né. C'est de l'intérieur du mécanisme. Oui, alors il y a plusieurs tournants. Moi, je pense que je fais un éloge plutôt de l'assimilation parce que je suis petit-fils de Portugais et d'Italiens, et j'explique comment je suis le produit d'une assimilation qui a réussi. Ce sont des pays européens dont la culture est quand même plus proche de la nôtre que des pays venant d'une autre civilisation ou avec une autre religion. Mais je crois quand même que l'assimilation était possible pour tous. Ce qui l'a rendu impossible, c'est deux choses. Je pense que le regroupement familial de 1974 a débouché sur une immigration de masse, et la force du nombre fait que l'assimilation est quand même beaucoup plus compliquée, parce qu'à partir du moment où les populations sont concentrées, justement, il n'y a plus de mixité sociale et culturelle, et il n'y a plus de possibilité d'avoir un modèle de référence. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième... Vous expliquez que le modèle de référence aussi a été abattu par la formule d'Emmanuel Macron. La culture française, ça n'existe pas. Exactement. Et je disais, le deuxième tournant qui a compliqué les choses et effectivement, ça aurait pu être différent si on n'avait pas épousé ce tournant-là, c'est effectivement le renoncement de ces élites à ce modèle d'assimilation pour un modèle multiculturel, pour le modèle venez comme vous êtes, comme chez McDonald's. Et en fait, c'est un peu ça que dit Emmanuel Macron. Il n'y a pas de culture française, venez avec votre propre culture. Ça, malheureusement, ça donne une société non pas multiculturelle, mais multiconflictuelle, multifracturée. Et ça a été le deuxième tournant. Je pense que si on en était resté à un modèle d'intégration ou d'assimilation, où c'était aux nouveaux venus de s'adapter au pays d'accueil, ce serait facilité les choses. Là, c'est désormais à la France de s'adapter aux nouveaux venus. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a le passage du Bondy Blog au Figaro. C'est un peu une biographie professionnelle que vous signez là, et vous faites un éloge d'un certain nombre de modèles pour vous. François-Olivier Gisbert, là, c'est totalement. Christophe Deloire, que j'ai connu un peu, et vous faites un portrait très, très attachant, parce qu'il y a deux... Il y a deux Christophe Deloire. Il y a deux Christophe. J'ai connu les deux. J'ai connu les deux. Et aussi, évidemment, Boualem Sansal. Pour vous, ce sont des modèles. Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est le milieu médiatique. Je raconte notamment, et c'est pour ça que je parle de Christophe Deloire, les 2 ans que j'ai passé au CFG, qui est donc l'école de journalisme de Paris, et Christophe Deloire, qu'on connaît maintenant pour avoir été patron de RSF, était à l'époque le directeur du CFJ. Alors, Christophe Deloire, je dis, parce que j'essaie d'être honnête avec le CFJ, souvent on me demande si les écoles de journalisme sont des moules à fabriquer du conformisme et à un journalisme de gauche. J'explique que c'était plus compliqué que ça, que Christophe Deloire, pour le coup, a défendu plutôt du pluralisme dans son école. Il y a une belle description des ravages de l'agence France-Presse. Oui. Que vous n'épargnez pas du tout. Et donc Christophe Deloire a essayé de mettre de la mixité dans son école. Il m'a recruté d'ailleurs, donc je lui dois en partie ma carrière. Mais que malgré tout, oui, il y a une forme d'homogénéité sociale et culturelle dans ces écoles de journalistes. Et je raconte l'anecdote moi, je fais cette école en 2012, au moment où François Hollande est élu. On a une élection interne et effectivement, le second tour, c'est François Hollande contre Jean-Luc Mélenchon. Pas une voix pour Nicolas Sarkozy ni pour Marine Le Pen. Et moi, je vote Nicolas Dupond-Aignan, et on considère que on pense que c'est un vote
nul, que c'est une plaisanterie. C'est pour dire le décalage qu'il y a parfois entre le monde du journalisme, et notamment dans ces écoles-là, et la réalité du pays, et l'aveuglement qui va avec, ouais, effectivement. Et dedans, je parle effectivement de l'agence France Presse, puisque dans les écoles de journalisme, c'est vraiment le modèle. Et je pense que l'agence France Presse, il y a des bons et des mauvais journalistes comme ailleurs, mais ça participe de l'uniformité, si vous voulez, du discours journalistique, puisque les journaux, en fait, se fournissent aux dépêches de l'agence France Presse en pensant que c'est la vérité. En fait, non, c'est pas la vérité. Ce sont des journalistes avec des billets idéologiques, d'ailleurs, comme tous les journalistes. Mais prendre pour argent comptant ce que dit l'agence France Presse me paraît pas sérieux. Et donc, il y a trop de recopage des dépêches. C'est bien d'avoir ces dépêches-là, mais il faut les regarder, les analyser avec une forme de distance critique. Vous avez envoyé le livre à vos anciens condisciples du CFJ ? J'avoue que non. J'avoue que non, mais je pense que ils doivent être informés de sa publication, et voilà. Après, je pense que il faut reconnaître que le livre est pas c'est pas un livre à charge, hein, en réalité. C'est un livre où j'essaye d'apporter malgré tout de la nuance, mais j'essaye de comprendre comment on en est arrivé là, en réalité. Mais vous avez raison de parler du CFJ, parce que on peut penser que c'est un livre contre les immigrés, or c'est pas du tout le cas. C'est un livre effectivement davantage critique à l'égard des... assez reconnaissant. Ouais. Mais c'est un livre davantage critique à l'égard effectivement des élites politiques et médiatiques qui ont mené la politique qui nous a conduit aux fractures qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, effectivement. Après le constat que vous faites, d'où vous vient votre optimisme ? Parce que le livre s'achève quand même sur la libération de Boualem Sansal, et vous y voyez un signe d'espoir. Oui, après, la vie a été plutôt généreuse avec moi. J'ai connu une forme d'ascension sociale. C'est peut-être ce qui me rend relativement optimiste. Moi, j'ai toujours cru en la France. On sait que dans son histoire, elle a été plusieurs fois au bord du gouffre, et qu'elle a plusieurs fois été capable de renaître de ses cendres. Et moi, je crois qu'avec de la volonté politique, on peut encore s'en sortir, parce que j'ai raconté mon histoire, mais à travers mon histoire, on peut en tirer les conséquences, si vous voulez. Alors, je dis... le problème, malgré tout, c'est l'immigration de masse qui rend impossible toute assimilation. Donc, si on reste avec ces flux non maîtrisés, ce ne sera pas possible, mais rien ne nous empêche de réduire drastiquement les flux migratoires. Et ensuite, rien ne nous empêche de revenir au modèle d'assimilation que mes grands-parents et mes parents ont connu, et qui a fonctionné, même si ce sera difficile, même si je crois que malheureusement il y a déjà une, voire deux générations de perdus. Je ne crois pas à la remigration de ceux qui sont là depuis plusieurs générations et qui ont la nationalité française. Donc voilà, leurs enfants, il faudra bien les intégrer et les assimiler. On l'a fait par le passé, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas maintenant, mais pour cela aussi, il va falloir réconcilier les élites avec le peuple et écouter un peu davantage le peuple et ces Français ordinaires dont j'ai voulu faire entendre la voix à travers ce livre. Alors c'est un livre honnête, qui fait un constat honnête de ce qui se passe. On peut pas parler de tout, mais un mot, 30 secondes sur le récit du 11 septembre qui, sous votre plume, est effrayant. Notamment l'épisode où vous racontez ce cours d'anglais, cette pauvre prof d'anglais qui essaye de faire cours dans une atmosphère où les élèves sont favorables à ce qui s'est passé le 11 septembre. C'est effrayant. Alors ça se passe le 12 septembre au lycée Sugère à Saint-Denis, où j'ai fait mes études. C'est un lycée de banlieue situé entre les Francs-Moisins et les 4000, donc dans un environnement difficile. Alors tous les élèves ne tiennent pas ce discours-là, mais rétrospectivement, c'est vrai que ça prend tout son sens, parce que si vous voulez, c'est une prof d'anglais, elle est d'origine américaine en plus, elle a sa famille à New York, donc elle est inquiète pour sa famille, et effectivement les élèves ricanent et trouvent que, une partie des élèves seulement, que peut-être les Américains l'ont bien cherché et qu'on ferait mieux de s'occuper déjà des victimes palestiniennes. C'est intéressant, c'est bien avant le 7 octobre, mais déjà cette concurrence victimaire est en germe, est déjà là. Merci Alexandre Devecchio. Nous vivions côte à côte. Vous avez compris que c'est un livre. Tout le monde devrait lire ce livre, Itinéraire d'un petit blanc
de banlieue, paru aux éditions Fayard. C'était Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire sur l'actualité du livre sur Radio J. Bon dimanche à tous.